Bienvenue à tous dans Afrique Presse, l'actualité de la semaine en débat sur RFI et TV5 Monde. À mes côtés aujourd'hui, Denise Epoté, TV5 Monde, Cédric Kaba de l'Agence panafricaine de presse, Pierre Choriot, Slate.Afrique et puis un invité, Sidia Touré, ancien Premier ministre de Guinée-Conakry. Vous êtes l'un des chefs de file de l'opposition. Vous dirigez notamment l'Union des forces républicaines, l'une des principales forces politiques donc de Guinée. Nous allons parler de l'actualité politique de votre pays, notamment des prochaines échéances électorales, très controversées, mais on vous interrogera tout d'abord sur les graves crises que connaissent actuellement le Mali et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, un pays voisin du vôtre. D'abord, la première illustration donc de ce débat, elle porte sur le Mali. Nous devons tous, selon nos capacités, chacun, nous engager à fond pour pouvoir trouver des solutions, mais des solutions durables à ce problème-là, et regagner la totalité de notre pays, son intégrité. Voilà, donc on vient d'entendre Sidia Touré, le nouveau Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, astrophysicien, qui maintenant se retrouve à la tête de l'exécutif intérimaire au Mali à la suite de ce putsch et à la suite effectivement d'une nouvelle feuille de route qui a été adoptée en présence, avec l'aide du président burkinabé Blaise Compaoré. L'Afrique de l'Ouest a connu la guerre du Biafra dans les années 60. Cette guerre s'est terminée sans la partition du Nigeria et plus proche de nous, après le lancement donc de cette rébellion du MNLA dans le Nord Mali en janvier dernier. 3 mois après, cette région du Nord Mali est aux mains donc de ces indépendantistes touaregs, mais aussi de groupes armés islamistes. Vous êtes venu à Paris justement à propos d'une réunion consacrée au printemps arabe qui concerne surtout les pays d'Afrique du Nord, notamment la Libye, mais la Libye justement est quelque part indirectement concernée par ce qui est arrivé dans le nord du Mali. Alors, est-ce que vous pensez que la partition du Mali est partie pour durer ou non? Écoutez, c'est une question qu'on peut se poser, dans la mesure où ces choses-là, vous les débutez, vous ne savez jamais comment est-ce que ça se termine. Nous sommes dans une situation à laquelle on ne s'attendait pas, parce que dans le cadre des printemps africains, le Mali a été un pays qui a donné l'exemple en 1991. Vous savez, de manière tout à fait interne, les populations sont descendues dans la rue pour mettre à bas une dictature, mettre en place une transition et arriver à des élections qu'à l'époque on a considérées comme démocratiques. Il y avait une réelle volonté des populations maliennes d'accéder à la démocratie. Alors, la question aujourd'hui, c'est surtout de savoir comment en est-on arrivé là pendant ces 4-5 dernières années. Je dois avouer que on est assez étonné, assez surpris, dans la mesure où on se disait l'exemple malien est un exemple qu'il faut suivre. Et les printemps arabes qui sont arrivés au cours de l'année 2010-2011, surtout en 2011, n'ont été en fait que la suite de ce qui avait déjà été fait au Mali. Ce qu'on peut espérer, c'est que de ce côté-là, les choses puissent se passer un peu mieux. Est-ce que cela va durer ? J'ai bien peur que cela nous prenne du temps. J'en ai bien peur. Alors justement, cette partition du Nord Mali a donné des réponses humanitaires. Il y a eu 200 000 personnes qui ont quitté la région. Les populations qui sont restées, la plupart, se sentent finalement prises en otage par les groupes armés, djihadistes et par le MNLA. Mais cette situation paraît cantonnée au second plan, parce qu'à Bamako, on en est encore à des consultations pour constituer le nouveau gouvernement. Bref, on a le sentiment qu'aujourd'hui apparaît au grand jour cette démocratie molle, consensuelle, qui a caractérisé les 2 mandats de ATT. On se rend compte surtout que les élections ne sont pas un baromètre de la démocratie, parce que ce qui arrive au Mali, mais ce qui arrive également en Guinée-Bissau, que vous évoquiez pendant le sommaire, c'est bien la preuve que les élections ne sont pas ne valident pas le débat démocratique dans les pays, notamment le Mali, puisque c'est de lui dont on parle. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que et la junte, dont on disait qu'elle avait pris du recul, puisqu'elle avait admis le retour à l'ordre constitutionnel, soit encore pleinement active dans ce qui arrive aujourd'hui. Elle a arrêté une vingtaine de personnes avant de les libérer, des dirigeants. Elle a arrêté un certain nombre de personnalités. C'est elle qui a décidé du choix du Premier ministre, qui est un Premier ministre de consensus. C'est elle aujourd'hui qui décidera de la composition du gouvernement et qui s'arroge les principaux ministères dans ce gouvernement. Donc on peut s'interroger sur le rôle qu'elle joue encore.
avec l'aval du médiateur de cette crise. Alors la question justement des élections comme marqueur démocratique, est-ce que ça vous paraît trouver ses limites dans cette crise malienne ou pas, Sidia Touré? Oui, je le crois, dans la mesure où en Afrique, à partir du moment où on s'est aperçu que les dictatures, de la manière dont c'était fait il y a 20 ans, on ne pouvait plus rester dans ce processus, les gens ont fini par africaniser le système électoral en faisant en sorte que chacun ait son fichier électoral, que chacun ait sa commission électorale. En fin de compte, le résultat du processus ne reflète pas la réalité de l'opinion dans le pays, et cela vous entraîne dans une situation comme celle qu'on a connue à Bissau ou au Mali ou peut-être dans d'autres pays, qui sont des situations de fait. Vous avez un résultat électoral qui ne correspond pas en réalité à la volonté populaire. Alors, Pierre Choriot, toujours à propos du Mali, ce gouvernement intérimaire a 40 jours pour aller aux élections, organiser une élection, peut-être reconquérir le nord du pays. Ça paraît un défi impossible. Alors, et on se pose aussi la question des négociations avec le MNLA. Il y a déjà une amorce de dialogue à Nouakchott, menée par l'un des dirigeants de l'opposition. Mais qui doit mener finalement ce dialogue? Est-ce que c'est la CEDEAO? Est-ce que c'est l'arbitre burkinabé, le médiateur Blaise Compaoré? Voilà, donc il y a autant de défis. On est là, finalement, face je dirais, à plus de questions que de réponses. Il paraît très difficile de régler ces problèmes en 40 jours, d'autant que là, on a l'impression qu'il y a une thèse qui est en train de monter en Afrique de l'Ouest, mais aussi sur le reste du continent, selon laquelle les frontières héritées de la colonisation sont artificielles et devraient être remises en cause. Mais c'est évidemment elles sont artificielles, toutes les frontières sont artificielles, mais le problème, vous l'avez bien souligné tout à l'heure en parlant de la guerre du Biafra, c'est que dans un pays comme le Nigeria, par exemple, où on a 300 ethnies, où commencent les frontières, où elles s'arrêtent. On a bien vu que si la rébellion biafraise a échoué, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'ethnies de Sud-Est qui ne voulaient pas se retrouver sous la tutelle des Ibo. Absolument. Et la même question se pose à propos du Mali, parce que le nord du Mali n'est pas homogène ethniquement, et dès lors qu'en plus les Touaregs sont à l'origine nomades, où commence le territoire des Touaregs, où est-ce qu'ils s'arrêtent, est-ce qu'ils doivent récupérer la moitié sud de l'Algérie? C'est des vraies questions qui se posent, et si on commence à remettre de façon comme ça méthodique en cause ces frontières héritées de la décolonisation, on peut malheureusement rentrer dans un cycle de conflits très long. Très long. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que ça peut faire tache d'huile, ce séparatisme dans le Nord Mali, Sidia Touré? Il y a eu des rébellions dans d'autres pays, mais en général, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il n'a jamais été question de créer un État distinct. Donc en fait, ce sont des revendications plus politiques. Ici, moi, je me pose des questions. L'Azawad, c'est quoi exactement? Bon, si je regarde bien une ville comme Gao, c'est quand même là qu'il y a le tombeau des Askia depuis le 15e siècle. Je ne sais pas exactement où ça commence et où ça s'arrête. Mais j'ai d'autres questions également auxquelles je n'ai pas de réponse. L'une des premières, c'est quelle est l'attitude de l'Algérie par rapport à cette question? Parce que tout le monde... Et de la Mauritanie aussi. De la Mauritanie, on parle de la CEDEAO, c'est très gentil. Mais en réalité, il y a des frontières. Quand vous regardez votre carte, vous vous rendez compte que l'essentiel du débat, il est à ce côté. Je crois que l'Algérie, comme la Mauritanie, ont eu, et peut-être même avec l'aval de la France, ont eu la volonté de punir ATT du fait de sa mollesse dans la gestion de la lutte contre le terrorisme. Vous savez que la France, l'Algérie d'ailleurs et la Mauritanie ont même dû rappeler leur ambassadeur à la suite des pressions exercées par la France sur ATT pour libérer des otages, des terroristes qui étaient dans les prisons maliennes. Donc, du côté de l'Algérie et de la Mauritanie, il y a eu cette volonté de punir ATT. Mais la punition a créé une situation que personne n'a créée, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, apparemment, à partir d'éléments d'information qu'on a, le MNLA a dû recevoir le soutien extérieur. Oui, manifestement, ils ont ouvert un bureau en Mauritanie, ils ont ouvert un bureau, ils sont venus plusieurs fois ici en France. Donc, ils ont dû recevoir un soutien. Mais il s'est créé sur le terrain un rapport de force
qui a mis le MNLA hors jeu quasiment. Aujourd'hui, les villes de Tombouctou, de Gao sont confrontées plus par les islamistes. Les islamistes d'Ansaruddin et d'Aqmi. Voilà. Donc vous avez raison de vous interroger sur à quoi joue l'Algérie et à quoi joue la Mauritanie. Alors Sidya Touré, avant d'aborder la Guinée-Conakry, on va parler aussi de la Guinée-Bissau. Énième coup d'État il y a quelques jours. Et puis alors, les militaires ont décidé de désigner comme président de la transition le candidat arrivé en 3e position de la récente présidentielle, du premier tour de la présidentielle, Manuel Serufo Namadjo. Bref, on passe à la trappe. Carlos Gomes Jr. qui était arrivé en tête du premier tour et qui est même toujours détenu par les militaires, de même que le président par intérim. Est-ce que cette alliance, je dirais, entre putschistes et dirigeants politiques, fussent-ils de l'opposition, n'est pas dangereuse? Est-ce que ce n'est pas un précédent dangereux? Elle est dangereuse et elle est inacceptable. Je crois que la CEDEAO devrait prendre ce dossier en main, très sérieusement, de la manière dont on a géré le dossier malien. Il faut se pencher sur la Guinée-Bissau parce que c'est un pays qui risque gros et qui risque de contaminer la sous-région. C'est un pays vraiment de narcotrafiquants. C'est un pays où la guerre ne s'est jamais arrêtée parce qu'elle a commencé très tôt. Les gens oublient que la guerre d'indépendance a commencé à Bissau depuis 1956 à peu près. Et cela a envahi toute cette sous-région-là. L'armée a un rôle central, il faut le reconnaître. Le processus électoral, il faut le regarder de très près, parce que les résultats qu'on a annoncés ne semblent 48% Carlos Gomes Jr. Je ne pense pas que cela corresponde à grand-chose. Mais la réalité est qu'il faut que la CEDEAO s'implique, parce que sinon, depuis la mort du président Vieira en 2009, assassiné, et du chef d'état-major Tagmenawai, je crois qu'il y a un problème à Bissau qui n'est pas clair. On n'a jamais pu définir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Donc il y a un réel... Il y a un passif, quoi. Un passif qui n'est pas parvient de purger. Avant d'aller aux élections, il faudrait régler ces passifs-là et il faudrait s'assurer que les élections se passeront avec tout le monde. Alors Alpha Condé, le président de la République de Guinée, a été désigné comme médiateur dans cette crise de Guinée-Bissau. Est-il à même, selon vous, vous le connaissez bien, de régler le problème? Je pense qu'on a déjà des problèmes en Guinée qui ne sont pas réglés. Je parle de Guinée-Conakry, notamment le processus électoral. La finalisation de la transition guinéenne n'a pas été faite parce que le président Condé n'arrive pas à discuter avec son opposition. Je le vois mal aller régler les problèmes ailleurs alors qu'il ne les règle pas chez lui. Un mot rapidement sur la Guinée-Bissau. Je pense qu'on insiste beaucoup sur le problème des narcotrafiquants, qui est une réalité en Guinée-Bissau. Mais là aussi, il y a quand même un problème ethnique assez fort. Et c'est vrai que le fait que Carlos Gomes Jr. soit proche d'un certain nombre de représentants de la communauté métisse, qui a eu très longtemps le pouvoir. Avec l'appui de l'Angola. Tout à fait, exactement. Il y a cette dimension-là. Il y a des ethnies qui considèrent qu'elles ont été marginalisées longtemps, qui ne veulent pas d'un retour au premier plan des métis. Donc c'est vrai qu'on voit quand il y a ce débat autour de la démocratie, il y a quand même toujours sous-jacent une dimension ethnique qui est très importante. Voilà, donc un point à retenir pour le président Condé, le médiateur. Ensuite, la dimension ethnique n'est pas nouvelle en Guinée. Elle est depuis la période où le PAIGC a libéré le pays du joug colonial. Elle s'est toujours posée. Mais elle se pose aujourd'hui avec beaucoup moins d'acuité que la question des narcotrafiquants. Oui. Les narcotrafiquants ont compris que pour récupérer l'État, il faut démembrer une institution aussi solide que l'armée. L'armée, c'est ça le véritable problème. Qui est devenu en quelque sorte leur jouet. Rapidement, mais on sait aussi que l'armée en Guinée-Bissau a toujours été complice de tous ces trafics. Absolument. Donc, on l'a bien vu aussi quand Kumbayala, au lendemain du premier tour, il s'est trouvé en deuxième position face à Carlos Gomes Jr., a bien dit qu'il n'y aurait pas de second tour. Absolument. Et donc le message lui aussi, il a des liens assez compliqués avec l'armée. Voilà, on passe à notre deuxième sujet, le calendrier controversé des législatives du 8 juillet prochain chez vous en Guinée-Conakry. D'abord, l'illustration du sujet, le ministre de l'Intérieur de Guinée que nous recevions ici, c'était le 9 mars dernier. La CENI est un organe constitutionnel, donc qui a été créé par la Constitution, et son fonctionnement, sa composition, il y a une loi organique qui le fait. Le président de la CENI, effectivement, est élu par les membres du Conseil, de la Commission nationale. Ce n'est pas l'État qui nomme. Oui. Le président de la République ne fait que confirmer ce choix. Mais ce n'est pas non plus les partis politiques. Ils sont 25 membres et selon les textes, je crois qu'ils choisissent librement ce qui a été fait d'ailleurs. Et M. Luceni Camara a été choisi par ses pairs. C'est une élection qui était libre et transparente.
Voilà, donc Alassane Condé, hein, le ministre chargé de l'administration du territoire, autrement dit le ministre de l'Intérieur, il est aussi chargé de l'organisation logistique des élections, Sidia Touré chez vous. Alors il dit, vous contestez non seulement donc cette date de convocation du 8 juillet prochain pour les législatives, mais l'ensemble du chronogramme qui prévoit un certain nombre d'étapes. Et vous contestez aussi Lousseni Camara en tant que président donc de cette commission nationale électorale indépendante. Pourquoi le contestez-vous alors que le ministre de l'Intérieur dit qu'il a été librement choisi par les autres membres donc de cette CENI? Je crois qu'il faut déjà situer les enjeux de ces élections législatives en Guinée. Quand on sait comment les présidentielles se sont déroulées, avec des violences, avec des déplacements de population à l'intérieur, avec des morts d'hommes, ces élections devaient permettre de réconcilier un peu la classe politique et de permettre d'avoir à l'Assemblée nationale un débat républicain qui ferait que cela ne déborderait ni dans la rue ni dans l'armée. On en parlait tantôt. Donc quand on aborde ces questions-là, il faut être un peu sérieux. Le chronogramme, c'est un aboutissement. Ce n'est pas une date qu'on fixe. Nous sommes à la 3e date que la CENI a fixée pour les élections législatives en Guinée. Et je peux vous dire que le 8 juin, il n'y aura pas d'élection non plus. Il n'y aura pas d'élection le 8 juillet. Absolument pas. Pour la simple raison que rien de tout ce qui peut nous amener aux élections n'a été fait en Guinée. Premièrement, on ne sait pas quel est le fichier qui va être utilisé. Nous avons un fichier électoral qui nous a permis de faire l'élection présidentielle, mais que le président lui-même a recusé dès qu'il a été élu. C'est très bien. La deuxième chose, la commission électorale, la loi guinéenne est très claire. Elle doit être composée de manière paritaire. C'est ce qui en fait la garantie pour avoir des élections un temps soit peu. Or, elle n'est plus paritaire à vos yeux. Elle n'est plus paritaire. Avant-hier, les 4 représentants de l'opposition sur 24 ont signé un document pour dire qu'ils se désolidarisaient complètement de ce qui se passait à la CENI parce qu'ils ne participaient même plus aux réunions, disons, de cette institution qui devait arrêter, disons, la manière dont les élections devraient se poursuivre. Donc, la CENI est un problème qui n'est pas réglé. Comment voulez-vous, dans ces conditions, si vous n'avez pas le fichier et que vous n'avez pas de commission pour surveiller les élections, aller à des élections? Donc cette date a été fixée de manière un peu désinvolte et nous contestons cela dans la mesure où nous ne sommes pas représentés de manière paritaire à la CENI, mais les démembrements de la CENI, c'est-à-dire les représentations de la CENI dans les circonscriptions électorales, dans les communes, dans les CRD, dans les villages, ont été changés complètement. Aujourd'hui, c'est 80% RPG et 12% opposition. Et ce sont ceux qui désignent les présidents de bureaux de vote, qui désignent les scrutateurs, qui sont chargés de transporter les résultats des élections à la centralisation. Comment voulez-vous qu'on accepte une telle situation et puis qu'on va aux élections? Alors, force est de constater, Denise, qu'on est dans l'impasse, d'après ce que vient de dire donc Monsieur le Premier ministre. On est même dans l'illégalité. On est dans l'illégalité, apparemment, et malgré donc l'arbitrage, il y a eu une visite du secrétaire général de l'OIF là-bas, il y a eu un dialogue qui avait été institué entre le pouvoir et l'opposition en février, il y a eu une visite d'une délégation de l'UE. Bref, malgré tout, on est véritablement dans une sorte d'impasse hermétique. On est dans l'impasse, mais je rappelais encore, je veux encore souligner qu'on est dans l'illégalité parce que, sauf si Monsieur le Premier ministre nous contredit, le Conseil national de transition qui joue le rôle du Parlement n'aurait plus dû être en fonction de 6 mois après l'élection du président. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui encore, l'opposition et le pouvoir n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, soit pour réviser le fichier électoral, soit pour refaire un nouveau recensement? Non, tout simplement parce que le pouvoir en place est un pouvoir minoritaire. Il faut dire les choses comme elles sont. Et le système politique en Guinée fait que les élections législatives se font à 2 degrés. Vous avez les circonscriptions et puis il y a une liste uninominale. Dans ces circonstances-là, on ne voit pas comment est-ce qu'elle peut gagner alors qu'elle veut se donner une majorité de 2/3 à l'Assemblée nationale. Voilà. Bref, ça sous-tend, Sidi Kaba, la tentation que l'on prête éventuellement au pouvoir de vouloir manipuler donc ces résultats, faire tout pour ne pas perdre ces législatives, les premières donc du règne d'Alpha Condé, et en même temps, la réponse de l'opposition, c'est de manifester dans la rue. Le pouvoir s'y oppose en restreignant donc les rassemblements. Bref, on est là aussi confronté à des problèmes d'entrave ou non des libertés. Absolument. Je pense qu'on est dans une situation où les choses évoluent en fonction du rapport de force. L'opposition tente de mobiliser les gens, on l'a vu dernièrement à Conakry.
l'opposition tente de mobiliser pour montrer qu'elle a encore du poids dans l'électorat. Le pouvoir, de l'autre côté, oppose la violence, oppose la force. Il y a eu récemment jusqu'à 6 morts. Et c'est quand même assez surprenant et je crois que le Premier ministre pourrait nous répondre. Tout cela intervient alors qu'en novembre, il y a eu une rencontre entre le chef de l'État et l'opposition, au cours de laquelle le chef de l'État a dit « Moi, je me mets au-dessus de la mêlée, allez discuter avec mon gouvernement. S'il y a une difficulté, revenez me voir pour que je tranche. » Et là, on voit que l'engagement qui a été pris en novembre n'a pas été respecté. L'autre élément, Hassan, à mon avis, c'est que par rapport aux enjeux de développement pour la Guinée, parce qu'il faut mettre en place cette Assemblée nationale pour que l'Union européenne, par exemple, reprenne sa coopération, pour que les lois soient votées, pour que les bailleurs de fonds reviennent. Absolument. Par rapport aux enjeux, je ne vois pas pourquoi la classe politique, notamment le pouvoir, ne peut pas se mettre d'accord avec l'opposition pour dégager un consensus, puisque pour le pouvoir, l'Assemblée nationale n'a pas d'enjeu véritable. Nous ne sommes pas dans un système semi-présidentiel, nous sommes dans un système où le président continuera, quelle que soit la nature de l'Assemblée, à avoir la réalité du pouvoir. Voilà. Alors donc ce blocage finalement de la situation, pour vous, explique le fait que la croissance dans votre pays ne sera que de 3%. Et puis d'autre part, alors que répondez-vous à l'interrogation de Sidiki Abbas sur votre rencontre avec le président Alpha Condé? Voilà. Alors, est-ce que vous partagez la même vue que lui? Est-ce que vous estimez véritablement qu'il est au-dessus de la mêlée? Mais non, pas du tout. Alpha, il est toujours le président du RPG. Bon, ça, ce n'est pas un problème en soi. Nous avons eu des manifestations en septembre parce que nous n'arrivions pas à obtenir une rencontre avec les autorités, même pas le ministre de l'administration du territoire. Donc, en septembre, il y a eu des manifestations le 27, 6 morts à la clé. Et c'est à la suite des pressions qui ont été faites par l'Union africaine, par l'Union européenne, et ainsi de suite, que cette rencontre a été proposée. Mais c'était du folklore. Nous sommes allés pendant 2h30. Alpha a parlé pendant 2 heures. Bon, nous, on a pu, entre nous, 5 ou 6, placer 2 mots pendant 10 minutes chacun, ou quelque chose comme ça. Mais la réalité, nous avons abouti à un dialogue qu'on avait souhaité, comme vous l'avez dit, dialogue opposition-gouvernement. On ne l'a pas obtenu. Mais ce dialogue de février n'a abouti à rien. On a été un dialogue interparti. D'accord. Donc, qui a abouti à un constat de désaccord des différents partis politiques. Cela va de soi. Nous avions souhaité rencontrer le gouvernement, comme on l'a fait sous Conté pour créer la CENI, pour se dire, bon voilà, vous avez recusé l'ancien fichier, vous avez fait un certain nombre de choses, entendons-nous sur une ligne médiane, allons aux élections, terminons ce processus électoral parce que cela va mettre fin à la précarité institutionnelle dans notre pays, comme l'a dit Sidiki, qui permettrait aux investisseurs de revenir et à tout le monde d'aller un peu de l'avant. Malheureusement, il y a cette volonté de s'accaparer de l'ensemble des leviers du pouvoir qui est beaucoup plus dominant que la volonté de permettre à la Guinée d'aller de l'avant économiquement. Alors, faute d'un Parlement, Pierre Choriot, effectivement, par exemple, les contrats miniers ou les engagements qui sont pris avec les partenaires sont, semble-t-il, signés dans une certaine opacité. Alors, là aussi, est-ce qu'après tout, le président Alpha Condé a d'autres moyens que de recourir ou d'arbitrer seul, in fine? Mais vous avez tout à fait raison, ça peut avoir des conséquences assez dommageables, voire dramatiques pour l'avenir de ce pays qui a un potentiel formidable, notamment dans le domaine minier, parce qu'il y a un certain nombre de partenaires qui ne viendront que si la Guinée commence à établir un semblant d'état de droit, des institutions un peu autonomes vis-à-vis du pouvoir présidentiel. Et c'est vrai que pour ça, il faut d'abord qu'il y ait des élections législatives qui soient organisées de façon sérieuse. Oui, Sidiki Touré, alors, est-ce que vous dites qu'il n'y aura pas d'élection législative le 8 juillet, à supposer que le pouvoir, ou en tout cas l'administration et la Commission nationale électorale maintiennent cette date, est-ce que vous allez boycotter ou non le scrutin? Non, nous ne boycotterons pas le scrutin, mais il n'y aura pas de scrutin. Il faut qu'on soit sérieux. Je dis, pour aller aux élections, vous avez besoin au moins d'un fichier. Aujourd'hui, je vous parle, nous sommes le 20 avril. Nous ne savons pas encore quel est le fichier sur lequel nous allons aller aux élections. La révision qui doit être faite si on maintient l'ancien fichier n'a pas commencé. Si c'est le recensement comme le souhaite Alpha, ça n'a pas commencé non plus. Quand on va recenser 5 millions d'électeurs, essayer de revoir tout cela, publier une liste électorale, afficher, permettre aux gens de venir contrôler, avoir une liste définitive, ensuite produire les cartes d'électeurs, vous pensez que le 8 juillet, la Guinée aura fini de faire ça? Il y a de l'électricité nulle part. Donc, compliqué. Un dernier mot, oui, Denise Epoté. Ce qu'on peut déplorer, c'est que sur cette crise guinéenne, qui sera certainement, qui va encore accentuer un peu le climat délétère politique, c'est que l'Union africaine, la CEDEAO,
sont totalement muettes sur la situation en Guinée. situation en Guinée, Guinée. on a envoyé l'ancien Premier ministre, qui devait même revenir. Apparemment, il n'est pas revenu. Il n'est Il n'est pas revenu parce qu'on ne l'a pas autorisé à revenir. À ce Le point. gouvernement, oui, il n'est pas revenu. Nous avons été avertis que Edem Kodio devait revenir, on ne l'a pas vu venir. Et nous avons alerté l'Union africaine, nous avons écrit à la CEDEAO, au président de la CEDEAO. Mais dernièrement même, quand nous avons constaté que tout ceci bloquait, qu'il fallait aller de l'avant, l'opposition s'est réunie. Cela nous a pris une journée parce qu'il y en a qui ne voulaient pas qu'on écrive. Nous avons écrit une lettre à Alpha Condé pour lui demander de faire en sorte qu'on puisse s'asseoir et discuter de cette question. Il ne nous a jamais répondu. Voilà, donc nous sommes, Monsieur le Premier ministre, au terme de cette émission. Merci d'être venu sur ce plateau d'Afrique Presse. Merci à vous, Denise Epoté, Sidi Kaba et Pierre Choriot, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Une édition à retrouver sur les sites internet respectifs de RFI et de TV5 Monde. À la semaine prochaine. Et encore merci de votre fidélité.